Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et nous revoilà enfin pour le 3e épisode sur la grossesse, celui sur le 3e trimestre. Un peu bizarre d'en parler car à l'heure où je vous parle, mon petit gars n'est certes pas encore arrivé, mais c'est une question de jours ou de semaines ou d'heures. Il me reste moins de 3 semaines avant le terme et j'ai l'impression qu'il me ressemble déjà pas mal, ce petit nerveux. Il a la bougeotte et vraisemblablement, il peut vouloir sortir rapido de sa première maison, aka me. Quand ma mère me racontait ma naissance, d'ailleurs, elle me disait que je suis passée de la première, prête à enfin discover the world, enthousiaste et remplie d'énergie, alors que ma sœur jumelle était restée bien au chaud, au fond, chez maman, avec la flemme de sortir et plutôt l'envie de rester sous la couette, si je puis dire, enfin sous le placenta, avec l'envie de continuer à roupiller à l'intérieur, ce qui est assez marrant, parce que ça reflète pas mal nos personnalités respectives. Bon, faut dire que je me suis un peu sacrifiée pour elle, parce que c'est moi qui ai frayé le chemin en me faisant écraser le visage par les tissus serrés de maman. Bref, revenons à nos moutons. Le 3e trimestre. Eh bien, comme je vous disais dans l'épisode précédent, c'est effectivement long. Et il est fortement possible que vous en ayez marre. C'est assez bizarre et paradoxal à quel point j'ai trouvé les 9 mois super longs, parce que c'était quand même l'année dernière, mais rapide en même temps. Et à chaque fois, je me dis que c'est le principe de la vie, sauf quand tu es enfant, car tu es beaucoup plus dans le moment présent et tu n'as pas la même notion du temps. Ce 3e trimestre était encore une fois quelque peu mouvementé pour moi. Évidemment pas tous les jours, mais ici, je ne vais pas vous parler des journées classiques où rien de transcendant se déroulait. Le but étant dans cet épisode de vous parler de mes challenges et de potentiellement vous donner des conseils. Ou des recommandations. Commençons par l'émotionnel. Alors, je n'avais pas du tout peur de l'accouchement, étonnamment. J'avais même plutôt hâte parce que je me disais que, hop, une bonne chose de faite. Mais cette dernière semaine, plus la date du terme approche et plus j'ai honnêtement un peu la flemme de passer par là. Probablement parce que j'ai décalé mon congé maternité de 2 semaines. Pour rappel, c'est 6 semaines avant et moi, du coup, j'ai pris 4 semaines avant le terme. Sauf que le baby, à ce stade, il peut arriver à n'importe quel moment. Une de mes voisines m'a dit d'ailleurs qu'elle avait repoussé de 2 semaines son congé maternité, comme moi, et avait accouché 3 jours après l'avoir commencé. Donc bon, réfléchissez bien sur ce point, quand même. J'avais aussi la flemme de partir dans cette aventure d'accouchement parce que je suis tout simplement fatiguée. J'ai en effet passé beaucoup de nuits à très mal dormir, et ce pour plusieurs raisons. Je pense sincèrement qu'il se passe des choses hormonales qui fait que tu te réveilles plusieurs fois la nuit et que tu as l'impression en fait de faire plusieurs siestes. Un peu comme si le corps te préparait à devenir maman et à ce que ton sommeil soit interrompu. Et 2, parce que mon 3e trimestre rime avec douleur. Le ventre me tirait, notamment dès que je me tournais, je crois que j'en ai parlé un petit peu dans le 2e trimestre, mais ça s'est vraiment empiré au 3e trimestre. En effet, il n'y a plus le grand droit de l'abdomen, vous savez, le six-pack, les plaquettes de chocolat qui sont pour le coup très pratiques pour se relever et tourner. Donc là, c'était pas facile et ça peut tirer, faire mal et réveiller. Et surtout, quand on ne dort pas beaucoup, on se tourne beaucoup, on change de position constamment. Donc ça fait mal plusieurs fois dans la nuit. Donc le pauvre chouchou à côté de moi, il devait pas bien dormir parce qu'il entendait « Aouh, aïe !» C'est incroyable comment il devient difficile de se lever pour aller faire pipi la nuit ou simplement se relever, des choses de base. Pour m'aider, je peux vous dire que j'avais 2 coussins de grossesse sur chaque côté. C'est important d'en prendre un qui nous correspond parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Certains paraissent assez pauvres en billes et dès qu'on met une jambe, on s'enfonce trop et d'autres sont plus remplis. C'est fou, dès que je parle, pendant ma grossesse, je parle du nez, c'est insupportable. Je ne sais pas pourquoi, j'espère que ça va vite passer. Désolée pour vos oreilles, c'est pas très agréable, mais je ne peux rien faire. Donc assurez-vous de trouver le coussin de grossesse qui vous va. Moi j'aime quand c'est épais et ça m'a aidé pour mes douleurs de symphyse pubienne notamment. J'ai aussi essayé le coussin de maternité Baby Bull. En fait, ce sont 2 petits coussins qui peuvent être reliés et qui sont pas mal pour tenir le ventre ou le dos quand on dort sur le côté, ou alors le dos. Ça réduit la pression et l'inconfort, ça porte, ça soutient et ça fait une petite barrière qui nous entoure et nous stabilise. C'est franchement pas mal, mais au bout d'un moment, je pouvais pas rester dans le lit avec ces 40 000 trucs, ce Baby Bull, ces 2 coussins, mon chien, mon mec, en fait, il y avait plus de place dans le paquebot là, fallait faire un choix. Pareil, un autre symptôme qui est arrivé pendant plusieurs nuits et qui revient de temps en temps, c'est des douleurs de nerfs assez fortes en dessous de la poitrine.
Comme une sorte de barre horizontale à ce niveau qui me brûlait. D'ailleurs, quand je touche cette zone, c'est comme si elle était un peu endolorie, comme si je sentais des fourmillements. C'est bizarre, alors j'ai regardé dans des forums, pensant être la seule, mais il s'avère que bien que ce soit rare, j'ai vu plusieurs femmes parler de ce symptôme. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, je pense que le ventre grossit tellement que ça doit tirer dans tous les sens, y compris les fascias, les nerfs, etc. Mais c'est pas agréable et ça me réveillait tellement ça me brûlait des fois la nuit. Pour continuer avec les symptômes sympathico, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des hanches, globalement des sacro-iliaques. Si vous ne connaissez pas, Google Images est votre ami. Révisons nos articulations together. Puis, au niveau du coccyx, du sacrum, des ischions, bref, partout. Il est probable que ça ait commencé à cause de la relaxine, qui est une hormone qui rend les articulations et les os plus souples. Donc c'est super pour que le bébé passe plus facilement. Mais quand tu es sportive ou active comme moi, et peut-être s'ajoute à cela le fait que je sois fine, je sais pas, il peut arriver que ça se détende un peu trop et que du coup ça perturbe totalement l'équilibre de cette partie osseuse qui est d'habitude hyper bien organisée et solide. L'ostéo, comme d'habitude, m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'est vraiment une discipline géniale et si vous ne trouvez pas que ce soit le cas, c'est que vous n'avez probablement pas trouvé le bon ou la bonne. Pour en avoir testé plusieurs, c'est hyper irrégulier. J'ai la chance d'en avoir une depuis 15 ans avec qui je m'entends très bien et je suis prête à faire 50 minutes de transport pour aller la voir tellement elle sait communiquer avec le corps. Elle est en plus hyper intuitive, elle détend bien les fascias, elle ne fait pratiquement pas craquer, elle me va comme un gant. Alors n'hésitez surtout pas à en tester plusieurs, il faut trouver chaussure à son pied ou ostéo à son os. En plus de ces douleurs-là, une autre hyper douloureuse est arrivée plus tard. Lors d'une activité dominicale, je suis allée me balader en campagne avec ma sœur. Pas trop longtemps, certes, une petite demi-heure, et je ne me suis pas rendu compte sur le moment, mais j'ai repris le rythme de marche de ma sœur, à savoir mon rythme de marche d'avant, donc ça va un peu vite quoi, je suis assez active. Ça me faisait super du bien sur le moment, en plus on était en train de papoter donc je calculais pas trop, mais après cette sortie, j'ai eu super mal à la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, c'est l'articulation qui relie les deux os du bassin au niveau du pubis. En gros, c'est le pubis, comme s'il était divisé en deux, et la douleur, elle peut souvent se trouver là, au milieu, ou alors avec des symptômes de pubalgie sur les côtés du pubis, sur les adducteurs, c'est vraiment pas du tout agréable, c'est assez aigu. Me voici donc avoir mal au moindre mouvement, être allongé était horrible pour mon bas du dos, me tourner sur le côté me faisait super mal au pubis, monter les escaliers parfois, marcher aussi, mettre mes chaussettes. Ça s'appelle pelvic girdle pain en anglais, c'est donc des douleurs de la ceinture pelvienne. Rassurez-vous, tout le monde n'a pas ça, mais pour ma part, j'aurais bien aimé éviter ce symptôme quand même, parce que c'est assez handicapant. Donc j'ai dû apprendre à jongler entre repos afin de calmer l'inflammation et un peu d'activité pour ne pas faire trop évidemment et le regretter plus tard, mais surtout pour ne pas fondre en muscles parce que les muscles tiennent toute cette ceinture pelvienne. Il est donc important de les renforcer doucement. Et j'ai bien compris que ça me suivrait jusqu'à la fin de la grossesse. Donc le but est d'éviter que ça s'empire pour s'installer pendant des mois et des mois. Faut que ça se stabilise. Pas tout le monde ne souffre de ça, heureusement. Si ça se trouve, vous pourrez marcher ou même courir jusqu'au 9e mois, je vous le souhaite. Pour moi, ça n'est jamais facile car j'ai la bougeotte. Je suis une personne très active et sportive, mais je ne voulais pas faire n'importe quoi et vraiment prendre en considération les besoins de mon corps. Il vaut mieux être inactif un jour que forcer et perdre une semaine d'activité avec des douleurs. J'ai bien appris ça pendant mes 4 ans de handicap. Lesson learned. Heureusement, il existe YouTube et j'avais quelques séances d'entraînement spécialisées dans ce genre de douleurs. Très pratique pour continuer le sport et faire des mouvements qui ne vont pas empirer ton état. Faut tester de toute façon. Si vous avez certaines douleurs pendant la grossesse, mais que vous voulez faire des séances d'étirement, de yoga ou de sport, fouinez là-dedans, c'est quand même vraiment pas mal. Vous trouverez toutes sortes de vidéos qui peuvent s'avérer utiles pour que vous vous sentiez mieux. J'ai fait pas mal de yoga notamment pour le bas du dos, pour le sacrum, etc. et ça m'a vachement aidé. Concernant la marche, j'essaye de rester active, mais je marche vraiment très doucement par rapport à mon rythme habituel. Et c'est intéressant parce que ça s'est fait, mine de rien, assez naturellement. Plus ça pousse, le bidou, plus tu ralentis. Ça devient lourd en même temps. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, il me semble impossible de marcher vite 3/4 d'heure sans le regretter après avec plus de douleur et de contraction. Donc globalement, j'ai beaucoup limité et adapté mon activité physique et sportive, mais pour le coup, j'aurais continué jusqu'à la fin parce que ça me fait du bien au moral, ça fait circuler mon énergie et j'aime ça. Mais écoutez-vous et respectez-vous. Certaines femmes n'auront absolument pas envie de faire du sport, d'autres préféreront la piscine au fitness, d'autres aimeront la marche, d'autres préféreront dessiner ou regarder Netflix. Bref, suivez ce qui vous fait du bien. C'est hyper important de cultiver votre bien-être et surtout à l'échelle d'une vie. Cette période est très courte, alors stop les injonctions, soyez vous-même et suivez votre flow. Vous aurez tout le temps après pour reprendre votre routine habituelle.
Un grand nombre de femmes finissent par être assez vite essoufflées, ce qui n'a pas été mon cas. Par contre, j'avais littéralement des fois l'impression d'étouffer. Faut dire que ça pèse lourd le petit bonhomme. C'était en quelque sorte un peu plus dur de respirer. Il devient tellement grand dans ton ventre que je sentais des fois des coups simultanés vers le haut de mon diaphragme et en même temps vers l'anus. Oui, je sais, c'est pas très classe, mais c'est vrai. En même temps, il est très bas le petit, pas très agréable, mais on comprend bien la place qu'il prend le petit coco. D'autant plus qu'il pèse de plus en plus lourd sur mon périnée et ma vessie, et ça ne devient vraiment plus agréable, je dirais même douloureux parfois. C'est lourd, ça doit faire 5-6 kilos sur la vessie et périnée, ça pèse son poids. Pratique quand je fais mes squats, tu me diras. Pas besoin de poids. Au niveau des dents, je vous conseille de profiter de la Sécu qui vous donne droit à un rendez-vous gratuit chez le dentiste. Et les dents ainsi que les gencives sont sensibilisées pendant la grossesse, alors vérifiez, faites attention. Je passe du fil et des brossettes tous les soirs personnellement, parce que ma famille a pas mal de problèmes de parodontie, etc. Et je peux vous dire que c'était un bain de sang. En effet, sous l'effet des hormones et de l'augmentation de la quantité de sang, les gencives gonflent, elles peuvent se décoller, il y en a partout. Mais ça reviendra à la normale, il faut quand même éviter que les bactéries rentrent sous les gencives. Donc si vous êtes sensible à ça, c'est pas mal les brossettes. Sinon, c'est pas grave, faites pas. En parlant de sang, je saigne du nez beaucoup plus facilement. Encore une fois, ce n'est rien, je vous dis juste ce que j'ai vécu, que vous ne soyez pas surprise, mais je me mouche et je saigne, c'est assez flagrant. Revenons à l'émotionnel. Hormis le fait d'avoir des petits coups de mou à cause des douleurs, forcément, quand t'es limité, c'est jamais agréable, ça allait, mais le dernier mois, le 9e donc, a pour le coup été assez intense émotionnellement, car j'ai dû travailler sur le deuil de pas mal de choses. C'est remonté tout seul, le deuil de ma vie d'avant, le deuil de la vie à deux, et le deuil de ma liberté, en tout cas pour les prochaines années. Tout ça est bien remonté à la surface devant le peu de temps qu'il me reste dans cette vie connue pour mon système nerveux, dans cette vie confortable, et forcément, l'inconnu fait peur. Il est vrai que nous sommes toutes différentes et que la manière de fonctionner de mon système nerveux sur des sujets très importants est de prévoir le pire, c'est comme ça que je fonctionne, afin de m'y préparer psychologiquement. Mon gentil petit système nerveux autonome sensibilisé veut à tout prix me protéger en me préparant à tout ce qui pourrait changer. Alors certes, ça part d'un fonctionnement lié à des peurs, connecté probablement à d'anciens traumas et à ma personnalité qui en a résulté, mais ça ici je trouve quand même un peu son intérêt, quand on voit à quel point certaines femmes se sentaient super prêtes à être maman et très contentes, et ont bien déchanté devant tant de difficultés quotidiennes, et c'est ça l'ironie du sort d'ailleurs. Tu auras beau avoir lu tous les livres sur la grossesse, la maternité, la parentalité, l'éducation, blablabla, écouter tous les podcasts, regarder toutes les vidéos, tu n'es jamais préparé à ce que ça va être, car déjà tu ne sais pas à quoi ça va ressembler, ça dépend de plein de facteurs, comment s'est passé ton accouchement, comment tu es accompagné, est-ce que le plus sain aide ou pas, combien de congés il prend, quel est ton taux de fatigue, est-ce que tu galères à allaiter, ta personnalité, tes besoins, tes désirs, ta connexion avec l'enfant, etc., tes douleurs. Bref, tu ne sais jamais comment c'est, et j'ai vu pas mal de nénettes ayant eu une grossesse sereine ou se sentir totalement prête, finir littéralement anéanties devant tant de difficultés répétitives quotidiennes. Donc quelque part, comme dirait mon mec avec qui je communique pas mal, ça a son côté pratique de se préparer à ça avant que de s'en rendre compte après alors qu'on n'a pas bien dormi depuis des semaines et qu'on se sent en burn-out. Mais c'est encore une fois très personnel et individuel. C'était pas facile, mais si elle remontait à la surface, c'était pour une raison. Donc j'ai accepté de pas me sentir bien. Je les ai ressentis, j'ai travaillé dessus, j'ai communiqué dessus. Et en faisant ça, j'arrive à transmuter différentes couches de ces mêmes peurs, et ce qui fait que j'évolue et que j'ai de moins en moins peur, ou en tout cas que j'avance sur le sujet. Et si je partage là, en quelques minutes, en toute honnêteté, mes peurs avec vous, c'est vraiment le fait de ne plus être libre de faire ce que je veux quand je veux, de partir solo quand je veux, de bien dormir, de continuer à écrire mes posts et gérer mes podcasts ainsi que mes formations, d'avoir du temps de connexion juste à deux avec mon chéri, de partir en week-end en amoureux. Et une peur très récente qui est remontée à la surface, c'est de déréguler davantage mon système nerveux, sur lequel je travaille depuis quelques années. Et j'ai mis du temps à le réguler davantage, ça m'a demandé beaucoup d'apprentissage, d'éducation, de formation, d'investissement personnel, financier et de pratique. Et j'ai peur qu'avec la fatigue, l'hypervigilance potentielle de comment va mon bébé, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il mange assez, pourquoi il pleure, pourquoi il fait des bruits là, qu'est-ce qu'il a, je suis si fatiguée, je n'en peux plus, pourquoi j'ai fait ça, j'en ai marre, je suis pas faite pour ça, patati patata. Je vous passe mes pensées hypothétiques. J'ai peur que mon système nerveux soit activé en sympathique toute la journée avec de l'anxiété et des symptômes. Ce qui est normal. Pourquoi ça d'ailleurs ? Eh bien parce que la grossesse, je trouve que c'est un changement radical, comme l'est la matrescence et l'arrivée d'un nouveau-né dans une vie de couple.
comme ça l'est aussi sur le corps, ça commence à faire beaucoup de challenges pour un seul événement. Ce n'est pas 2 en 1, mais 20 en 1 en fait. Forcément, c'est stressant. Devenir parent, ça implique énormément de choses, y compris de challenges. C'est absolument normal que ça fasse peur et que ça soulève beaucoup de questions. Donc pareil, j'en ai beaucoup discuté avec mon chéri pour qu'il comprenne que j'avais à cœur de ne pas trop déréguler mon système nerveux et que mes limites ne sont pas les siennes parce que lui, il est plus régulé naturellement. Et c'est également cette communication que je tiens vraiment à garder et cultiver avec mon homme. Je veux vraiment insister sur être une team. Je veux éviter le plus possible, bien sûr personne n'est parfait, d'être aigris l'un envers l'autre parce qu'avec le manque de sommeil, ça peut partir dans tous les sens, ce qui est normal quand on n'est pas équilibré soi-même avec le stress ou le manque de récupération. Donc pour ça implique déjà de cultiver la communication, le ressenti et les vulnérabilités. Il y a quelques jours, moment de bad et d'inquiétude. Et plutôt que de me renfermer sur moi et faire la gueule alors qu'il n'est en plus pas responsable de quoi que ce soit dans mon histoire, je suis allée le voir en lui disant que je n'étais pas bien, et en lui disant ça à lui, il a compris mon besoin de communiquer, de sortir ma chiasse comme je dirais très poétiquement. On s'est assis en câlin, il m'a caressé car il sait que je suis sensible au toucher, et j'ai pu sortir ce que j'avais sur le cœur. D'habitude, j'aime bien gérer mes problèmes solo en faisant des exercices somatiques ou en méditant, en faisant bref ma petite routine. Mais pour cette matrescence, comme il est impliqué, ça me semble plutôt logique de lui en parler pour qu'il me comprenne encore plus dans les moments durs. Donc posez-vous bien la question de comment vous voulez fonctionner en couple, quelles sont vos peurs, vos appréhensions, et communiquez avec votre conjoint ou conjointe. Mais c'est vrai que les peurs paraissent très réelles pour notre système nerveux car son but est évidemment de nous protéger et de nous faire survivre, donc forcément les peurs prennent plus d'importance dans le mental que le bien-être. Il y a même des fois où je me surprenais à penser à bon, enfin c'est bientôt la fin de ma grossesse, 9 mois c'était super long, après j'ai juste envie de partir seule en vacances en fait, genre c'est fini, mais non. Et après tu te rappelles que c'est juste le début de l'expérience. Bref, j'ai pas mal pleuré dans mon dernier mois de grossesse parce que j'avais besoin de processer des choses, mais aussi juste par émotion. Il y a des émotions qui ressortaient, peut-être que c'est familial, peut-être que c'est juste des choses profondes en moi, j'en sais rien. Je cherche pas forcément à comprendre. Mais par exemple, quand j'imaginais mon accouchement et la rencontre, il y avait pas mal de larmes qui montaient souvent. C'est tellement fort, je pense, l'accouchement et la rencontre, tellement instinctif, animal, puissant. J'accueillais ces émotions et ces larmes sans aucun problème. Et au contraire, ça relâche, ça fait du bien. En tout cas, en vous racontant tout ça, toutes ces peurs, je suis vraiment consciente que mon système a du mal à imaginer le positif. Et c'est ok, je laisserai la vie me surprendre, découvrir ce que ça fait de devenir mère et de rencontrer un petit être. Et je vous en parlerai plus en détail d'ailleurs dans le 4e épisode sur le 4e trimestre. Nous sommes tous différents, et tant mieux si vous arrivez à imaginer des moments agréables. C'est aussi important, et c'est vrai que pour moi, c'était pas naturel. Alors il y a des fois où je faisais des sortes de méditations de manifestation, où je m'imaginais heureuse en tant que mère. J'imaginais par exemple la rencontre avec ce petit bout, forte en émotions. J'imaginais que c'était assez fluide finalement, instinctif, et que je l'aimais d'amour et que je me sentais bien. Ça me permettait de montrer quelque part à mon système qu'il y avait cette possibilité, et en plus ça me faisait monter en fréquence, donc parfait pour me sentir mieux après. Un autre point que je voudrais souligner, c'est la densité et le nombre d'informations sur les bébés et la grossesse qui existent sur cette planète. Il y en a une quantité magistrale, faites attention car cela peut s'avérer submergent. Clairement ça a été mon cas et pourtant depuis le début je me suis très peu renseignée comparé à d'autres personnes. En vrai, et encore une fois, je sais je suis crue, mais c'est le but du podcast, non seulement ça a tendance à me submerger, mais en plus ça ne me passionne tout simplement pas. Il y a des jours où je me dis sincèrement, j'en ai strictement rien à foutre. Non mais, je sais je suis vulgaire, mais c'est vrai, je m'en fiche. La seule chose dont j'ai véritablement envie, c'est d'être instinctive par rapport à mon bébé, c'est d'être sensible et consciente des besoins de mon bébé. J'ai pas envie de lire ces montagnes d'informations à n'en plus finir qui vont stresser ma physiologie davantage, ou alors je vais être encore plus perdue, bref, parce que un sujet en ramène toujours un autre, il y en a partout, ça n'en finit pas et en plus ça peut être contradictoire. Donc du coup, moi qui avais commencé au dernier trimestre à lire de temps en temps quelques infos ou à regarder quelques vidéos d'influenceuses sur le sujet, j'ai décidé de me focaliser sur mon bien-être et cultiver mon ocytocine pour mon accouchement en continuant tout simplement à faire ce qui me donne sens et me fait du bien, donc à écouter, me renseigner sur mes sujets habituels qui me passionnent, le mind body, le système nerveux, la conscience, la spiritualité, les traumas, bref, ça me motive tout simplement tellement plus que les sujets de bébé qui m'intéressent pas vraiment. Posez-vous la question, mais je préfère assumer et rester alignée sur ce qui me donne du sens et m'apporte du plaisir, plutôt que me forcer à lire des infos qui m'ennuient voire me dérégulent. C'est un choix à faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que selon moi, il est plus important de s'écouter au fond de soi et de se sentir bien, car ces fameuses ocytocines jouent un rôle fondamental dans l'accouchement.
J'ai une amie qui suivait d'ailleurs les fameuses mamans Instagram. Vous savez, les mamans parfaites qui ont plusieurs enfants. D'ailleurs, j'ai même plusieurs amis qui suivaient ça, qui ont un super appart ou maison, tout est rangé parfaitement, tout est blanc ou beige. Et ils ont fait des super beaux plats en même temps. J'avoue de ne pas en suivre. Mais mon amie m'avait confié que ça ne l'a pas du tout aidée. Au contraire, elle a complexé par rapport à elle et elle a bien déchanté. Elle se sentait tout simplement nulle et dépassée. Donc faites attention à Disney World Mamas, là, à ce que vous regardez. Personnellement, je pense que je vais préférer apprendre au fur et à mesure, un peu au cas par cas. Il y a d'ailleurs des bouquins comme ça, dont celui d'Anne Bacchus, Votre bébé de 1 jour à 1 an, qui m'intéresse pour le coup, on me l'a prêté, parce que c'est un peu au jour le jour, enfin au mois par mois, thème par thème, et je préfère ça, et donc le lire sur le moment, quand ça se présente, plutôt que de lire 150 bibles sur la maternité. J'ai aussi tendance à oublier que je ne suis pas seule dans l'histoire, mais qu'il y aura mon homme qui sera là et qui m'aidera, lui qui voulait d'ailleurs avoir un enfant, c'était pas mon cas. En termes de charge mentale, mon chéri et moi étions pas mal occupés au dernier trimestre. Comme on se rapprochait peu à peu du terme et que mine de rien arrive un moment où ça arrive très vite, on a compris qu'il y avait pas mal de choses à gérer, notamment tout bête la chambre du bébé, et moi mes podcasts, ma transition intermittente, congé maternité, etc. Enfin tous ces trucs administratifs très chiants. Étant donné que la chambre du bébé était à la base ce que j'appelle la garçonnière de mon mec, et qu'il a un gène de brocanteur, contrairement à moi qui a un gène de déco minimaliste, je lui ai laissé cet espace pour s'exprimer librement et garder tout son chantier. Pour être honnête, je n'y entrais jamais, il a dû passer un temps fou à trier tout son chantier, il y avait plein de pianos, plein de guitares, plein de bordel, des vinyles partout. Donc il a dû bien trier tout ça, on a dû refaire aussi des travaux dans cette chambre à cause des dégâts des eaux, un revêtement mural en bois pour la déco, mais surtout acheter tout le matos du bébé et là, mais tu découvres le bon marketing des affaires de nouveau-né, c'est incroyable, ça n'en finit jamais. Tu m'étonnes que de 1 an à ses 18 ans, t'en aies pour 100 000 euros, oui. Ça n'en finit jamais et il y a tout un jargon à apprendre. Qu'est-ce que c'est chiant. On peut pas utiliser les mêmes termes. On a beaucoup acheté des meubles sur le Bon Coin. Pour le coup, c'est moins cher et ça évite davantage les perturbateurs endocriniens, donc c'est gagnant-gagnant. On a aéré quand même pendant plus de 3 mois tous les jours cette pièce pour les nouveaux meubles et le bois qu'on avait posé aussi, afin encore une fois de libérer le plus possible les perturbateurs endocriniens. Mais ça sent toujours le bois. On a fait notre liste de naissance également, mais on n'a pas mis les éléments nécessaires dès la naissance du bébé, parce que sinon le jour J, tu te retrouves dans l'embarras. Donc on a mis plus de la déco, le siège auto qui n'est pas utile pour nous dès le début, des cadeaux pour moi. Ma mère m'a acheté d'ailleurs une séance coiffeur, je l'aime d'amour, je suis sûre que ça me fera beaucoup de bien. Des bouillons de collagène, des accessoires pour le bain, une veilleuse, un sac à langer de la marque BEABA qui s'appelle Sydney 2 Black, qui a l'air pas mal pratique, une baleine qui fait de la projection lumineuse et des sons aquatiques, j'adore les ambiances, des nanas, une arche d'éveil, des gigoteuses, des lunettes de soleil, etc. Alors un conseil, soit vous faites votre liste de naissance assez tôt, genre au 5e mois pour que vos proches vous achètent des choses rapidement, sachant que les gens prennent souvent du temps, soit vous mettez des produits moins importants de votre liste comme nous et vous achetez de votre côté tout le nécessaire pour être sûr d'avoir tout ce que vous voulez le jour J. Niveau fringues, on n'a pas eu à acheter beaucoup de choses car la famille de mon mec nous a littéralement passé 20 caisses de fringues, ce qui a failli me causer une crise cardiaque. Too much. Il a fallu beaucoup trier, mais c'est vrai que si vous avez l'occasion de récupérer des bodys et des pyjamas plutôt que de tout acheter, ça vaut le coup car ça ne dure pas du tout longtemps. Après, moi j'ai quand même acheté, on a acheté 5 ou 6 fringues en plus parce que j'avais envie d'avoir mes propres fringues choisies, mignons, avec mes goûts quoi. Il est vrai que pour le congé maternité, et encore plus pour les accouchements physiologiques, ce qui est prévu pour moi, mais on verra bien ce qu'il se passe, on nous conseille de se détendre un max pour avoir encore plus d'ocytocine et augmenter nos chances d'accoucher dans des bonnes conditions. Mais en fait, je vais être honnête avec vous, je ne sais même pas trop comment me détendre en changeant ma routine. Parce que j'aime ma routine, même si elle a des aspects stressants. Autrement, ce qui a tendance à me faire du bien, ça va être d'aller me balader dans la nature ou à Paris, de voyager par exemple, de voir des amis. Mais ça, je ne peux plus le faire avec les douleurs ou parce que la plupart de mes amis ne vivent pas à Paris, donc c'est pas non plus possible. Ma gynéco, ma sage-femme m'ont déconseillé de bouger à plus de 1h30, 2h lors du 9e mois, ce que j'avais initialement évidemment prévu de faire, innocente que je suis. Une légère frustration se fût ressentie, mais en même temps, ça fait sens bien entendu. Ce qui me détend encore, c'est de me faire masser, mais franchement, j'ai plus de sous. Donc en réalité, je continue plus ou moins ma routine de quand je ne travaille pas. Étant intermittente, je travaille pas tous les jours non plus. Et quand je travaille pas professionnellement, je travaille sur mon podcast, mes posts ou mes formations.
Et en fait, j'adore apprendre, j'aime créer, c'est ça ma came en fait. J'aime bien ma routine et ça c'est cool. Donc globalement, je continue la même routine que d'habitude, si ce n'est que je m'octroie plus de temps quand même pour me détendre et moins me mettre la pression avec des timings précis. On voit aussi les copains parisiens, on est allé manger dans des restos tous les deux en amoureux, je trouve que ça fait du bien, on s'est fait des soirées cinéma, ça aussi c'était cool, sachant que le cinéma, c'est une chose qu'on va bientôt pas trop connaître pendant quelques mois. J'écoute pas mal de musique, ce qui me fait du bien, ça me détend la nouille. J'ai même fait une playlist pour l'accouchement. C'est une playlist de musique que je trouve très profonde, qui me parle, qui m'émeut, qui sont très émouvantes. On peut faire d'ailleurs 2 playlists, une pour se détendre et une quand ça devient dur. J'en ai fait qu'une de mon côté, et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis moi, comme d'habitude, ce qui m'aide beaucoup à me réguler, c'est tout simplement me reconnecter au moment présent, à ressentir mon corps dans l'espace et des points d'appui, à utiliser mes sens, à sentir mes vibrations internes et mes sensations dans mon corps. Voilà. Mais encore une fois, je vous conseillerais franchement de préparer la chambre, la liste de naissance, ou faire un petit peu, je sais pas, les trucs que vous deviez faire. Nous, on devait accrocher par exemple des portraits dans l'escalier qu'on a retardés depuis des mois et donc on s'y est mis à la fin. Mais au final, c'est un peu stressant. Donc je pense que ça, j'aurais plutôt fait au début de mon 7e mois pour vraiment le 8e et 9e, on se détend la nouille. Je pense que c'est important d'anticiper davantage et de faire ça un peu plus tôt. Donc voilà, moi je vous conseille ça parce que la charge mentale elle était assez forte et mon chéri fait encore des insomnies tellement il a des choses à penser. Mais en tout cas quand même le processus de nidification, à savoir où tu as envie de tout ranger etc. Nous on a été bien dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi, il y a aussi mon homme pour tout ranger, tout nettoyer, faire un nettoyage de printemps, organiser les choses. Ça nous a pris pas mal de temps, donc vraiment anticiper, je vous le conseille. Globalement, dans ma grossesse, c'est tellement une révolution avec une bible d'infos que j'avoue m'être sentie un peu seule par moments. Je pense pas à mon chéri, mais plus dans ce monde de maternité, de matrescence, etc. Et je pense qu'à refaire, j'aurais pris une doula dès le début. En fait, j'avais tellement de questions et je trouve qu'on ne parlait que du superficiel. Moi, j'avais besoin de plus, j'avais besoin d'avoir le temps de poser toutes mes questions, d'avoir les réponses précises à toutes mes questions, et j'avais aussi besoin de davantage de compassion pour être rassurée. Mes sages-femmes, elles sont sympas, mais j'ai vraiment plus apprécié la proximité d'une doula, le non-jugement, la bienveillance, l'écoute et les conseils. J'en ai pris une pour mon dernier mois de grossesse, mais j'en avais déjà rencontré une lors d'un atelier de postpartum et j'avais adoré. La séance avec ma doula que j'ai faite récemment a duré presque 2 heures. Ce qui est pratique, c'est qu'elle vient chez toi. C'est vraiment cool. Elle a répondu aux questions que j'avais. Ça m'a bien mise à l'aise et je la reverrai en postpartum. Ce que j'apprécie beaucoup chez elle, c'est que je peux lui envoyer des messages WhatsApp si j'ai des questions entre-temps. Je trouve ça hyper intéressant et hyper rassurant. Je sais qu'une amie a une application payante comme ça qui s'appelle May, M-A-Y, où tu poses des questions et une sage-femme te répond dans les heures qui suivent. Une sage-femme ou une autre spécialiste, je sais plus. En tout cas, ce genre de process, ça peut changer la vie d'un parent qui a besoin d'être rassuré. Je ne peux que recommander si c'est votre cas. Après aussi, il faut savoir un point, c'est que je vais normalement, et si tout se passe bien, accoucher dans une maison de naissance. Pour les parisiennes, elle s'appelle Calm, C-A-L-M, comme à la maison, c'est un acronyme. Mais c'est rattaché directement au Bluet et donc trousseau en cas de souci, ce qui rassurait vraiment mon homme d'ailleurs dans le 12e. Je cherchais à la base un accouchement physiologique car vous commencez probablement à me connaître. Je veux si possible rester consciente des messages de mon corps, autrement dit me faire guider par mon corps, lâcher mon néocortex, ne faire qu'écouter mon GPS interne, rester consciente des mouvements qui aident le bébé à trouver la voie de sortie et travailler en connexion avec lui, qui lui aussi fait un sacré marathon, il faut le dire. C'est un super travail d'équipe quand on y pense et c'est vrai que c'est pour cette raison que je n'ai pas envie d'une péridurale à la base, même si peut-être que mon accouchement sera tellement long ou compliqué que j'en aurai besoin. Nous verrons bien ce qu'il arrive, je reste ouverte, mais je trouve ça important pour moi de commencer en essayant sans, et si ça ne va pas, ne pas rester dans l'ego de « je veux cet accouchement physiologique à tout prix », mais d'arriver à penser à mon bien-être et à celui de mon bébé, pour savourer encore plus le pouvoir de la péri si ça arrive. En plus, il faut savoir qu'il existe maintenant des péridurales ambulatoires où on sent encore nos jambes et donc on peut prendre des positions bien mieux pour accoucher parce que la position classique d'accouchement que tout le monde connaît et tout le monde voit dans les films, c'est quand même en réalité une énorme blague, pas adaptée du tout, sauf si souci. Encore une fois, n'écoutez que vous, il n'y a aucune fierté là-dedans, l'important est que vous suiviez votre intuition et que vous vous écoutiez vous, il n'y a que ça qui compte. Après, point important, il faut savoir aussi que quand tu accouches en maison de naissance, tu rentres chez toi quelques heures après. Donc il faut avoir envie. Moi, personnellement, j'aurais limite préféré accoucher chez moi. Donc ça me va très bien de rentrer quelques heures après. Mais pour d'autres femmes, rester à la maternité quelques jours, ça va vraiment les rassurer. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de choisir si on veut un accouchement physio ou avec péri, parce qu'en réalité, quand c'est la première fois, on n'a aucune idée de ce à quoi va ressembler la douleur.
Il y a tellement de facteurs qui font que tu peux tenir sans péri ou ne pas tenir sans péri. Le nombre d'heures, la fatigue, les conditions, le stress, etc. Une personne sur Instagram me disait d'ailleurs qu'elle pensait que la douleur des contractions serait gérable parce qu'elle souffre de grosses douleurs d'endométriose, mais en réalité, elle a trouvé ça juste horrible et était ravie d'avoir la péri. Le mantra ici, c'est flexibilité. Que sera. Ce que j'aime avec Calm en tout cas, c'est qu'il s'agit vraiment d'utiliser son corps comme outil pour faire sortir le bébé. Donc il n'y a pas de recette miracle en fait. Il s'agit d'écouter son corps et de respirer intuitivement, de faire des mouvements qui nous font du bien. On n'apprend pas 40 positions ou différentes manières de respirer, on reste connecté au corps pour qu'il nous guide. And that's my girl, c'est vraiment ce que j'aimerais essayer de faire. Concernant les week-ends voyages, au 8e mois, nous sommes partis en week-end prolongé à Londres et Bath. Et même si j'étais limitée en mouvement à cause de mes douleurs pelviennes, c'était tellement cool de changer d'air et d'aller dans un pays que j'adore, de changer de routine, de se retrouver en amoureux pour couper de la routine préparation chambre bébé, en mode il faut penser à tout, etc. Avec plein de choses à faire et là, juste de se connecter en amoureux et de se détendre. C'est franchement un peu tard, pour être honnête. Pour partir dans une ville étrangère au 8e mois, je vous conseillerais plutôt d'y aller au 6e mois par là, mais c'était quand même trop cool de changer d'air. Alors pensez-y, si vous sentez que c'est possible de bouger un peu en week-end d'ailleurs, ça fait du bien au moral. Pour m'aider avec mes douleurs, j'ai acheté une ceinture de la marque Physiomat, très connue et recommandée. Il y en a deux tailles différentes, une qui est plus épaisse et une qui est plus fine. Moi j'ai pris la plus fine selon les recommandations, je crois que taille 36 c'est fine. C'est censé être mis très bas au niveau de ton pubis et des fesses, pas sur ton ventre, afin de maintenir cette zone pelvienne justement. On le met en étant debout ou en marchant, pas en étant assis. Pour être honnête, j'ai du mal à me faire une opinion. J'ai entendu que du positif, mais personnellement, je sais pas trop si ça m'a aidé ou si au contraire ça me bloquait un peu trop. Bon, je pense que si vous avez mal quelque part, que ce soit au niveau du dos, du ventre, que votre bidon paraît lourd, ça peut quand même valoir le coup d'essayer. Je suis sûre que vous pouvez en trouver sur le Bon Coin pas cher, bien que le prix de base ne soit pas excessif non plus. Mais du coup, je le mets pas tout le temps. Des fois, j'essaye, des fois non, ça dépend. Ce que j'ai remarqué physiquement, c'est que je ne peux plus enchaîner les activités physiques en mode non-stop, c'est-à-dire passer du ménage à aller marcher par exemple. Je dois vraiment insister sur des moments de transition et de repos afin de détendre mon corps. Et c'est assez fou comme on a l'impression d'être toujours la même, mais en fait au fur et à mesure on devient limité quand même. Je marche naturellement moins et surtout moins vite étant donné mes douleurs, et si je fais une petite entorse, j'en paye vite le prix avec davantage de symptômes ou de fatigue. J'avais des gros coups de pompe après avoir fait des choses qui d'habitude ne me fatiguent pas, genre par exemple laver toutes les étagères du congélo, puis les trier. Ça me paraît pas grand chose, mais ça m'a crevé pendant 2 heures après. Donc c'est un doux rappel comme quoi il faut se ménager. Mais oui, on ne se rend pas compte du boulot que le corps est en train de faire de manière interne. De toute façon, si on fait trop ou si on est trop fatigué, les contractions peuvent s'intensifier. Et oui, elles sont en réalité un bon indicateur des limites à ne pas dépasser. J'en parlais avec une personne sur Instagram qui s'est tapé un déménagement et une baby shower, Coco You, donc de super projets, mais qui a fini à l'hôpital avec de grosses contractions. Elle a dû ralentir. En parlant de contractions, je les ai senties super tôt. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais ça fait plusieurs mois que j'en ai. D'ailleurs, plus d'une 20aine par jour. On appelle cela des contractions braxtoniques. L'utérus s'entraîne, il fait son petit sport. Au départ, c'était plus le soir, mais maintenant, c'est toute la journée. Et c'est normal. Il y a eu une fois où j'ai effectivement eu l'impression d'en avoir beaucoup parce que j'étais super speed et stressée. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez des contractions, tant qu'elles ne changent pas d'intensité, je dirais. Mais écoutez-les, ça peut être un signe pour se reposer. Donc moi, pas de problème avec ces contractions. La seule fois où je me suis posé des questions, c'est quand j'avais des douleurs lombaires à cause du déséquilibre de ma ceinture pelvienne. Et oui, tout part en vrille. Il y a des compensations qui se font partout, et donc des symptômes. Et comme j'avais les lombaires très tendus, ça devait tirer sur les fascias, vous savez, ces tissus conjonctifs. Je parle toujours de la peau transparente d'une mandarine ou d'une orange pour que vous vous fassiez une idée. Et quand ces fascias sont tirés d'un côté ou comprimés, ça peut faire mal à divers endroits. Ça me tirait même au niveau digestif, à tel point que je n'avais pas d'appétit, ça me contractait la zone. Oh! Et ça me créait des douleurs la nuit, des nausées. Et quand c'était accompagné de contractions, mon cerveau s'alertait tout seul et se demandait « Ah, est-ce que je ne vais pas accoucher ?» Je faisais des petits bad trips de la nuit. Bref, le coquin. Un petit coup d'ostéo et hop, ça repart. N'oubliez donc pas que la grossesse peut vous faire ressentir de nouvelles sensations, mais cela ne veut pas dire qu'il y a un problème. Le corps change, évolue, se transforme, s'adapte. De nouveaux symptômes temporaires peuvent donc arriver. Si vous en avez peur, n'hésitez pas à poser la question autour de vous ou à votre gynéco ou sage-femme. Au niveau nutrition, je crois que je vais rendre Picard riche vu la quantité de myrtilles congelées que je me suis tapée par semaine. Je pense que comme j'ai le tronc un peu chaud vu que le bébé est dedans et me réchauffe de l'intérieur, plus peut-être une question hormonale, j'ai très soif et j'ai envie de boire ou de manger frais.
Du coup, je me prends un bol de myrtille congelée le midi, un peu de framboise congelée le soir, des smoothies bien froids, du kombucha bien frais. Je sais pas si pour celles qui m'écoutent et qui ont déjà été enceintes ou sont enceintes ont ce même besoin, mais je suis assez impressionnée par cette envie soudaine qui a duré quand même plusieurs mois. Ça me fait penser au syndrome du glaçon où certaines femmes enceintes mangent des glaçons, ce qui apparemment n'est pas lié, mais pourrait être associé à une carence en fer. Moi, je check ma ferritine, tout va bien, donc c'est déjà ça. Hormis ça, je suis moins stressée par rapport à la toxo, notamment parce que quand j'étais à Londres, je me suis rappelé qu'ils ne connaissaient pas la toxoplasmose, donc bon déjà, ça te questionne un peu. Et quand tu leur dis de bien laver les crudités parce que tu es enceinte, ils te disent « bah oui, de toute façon, c'est ce qu'on fait déjà ». Rentrée en France, j'avoue que j'ai même parfois oublié de préciser que j'étais enceinte et qu'il fallait bien laver mes légumes crus. Et j'en ai mangé quand même, et pour l'instant tout va bien. Et ça m'a fait même du bien au moral, une espèce de sensation de liberté. Donc un peu de lâcher prise sur ce sujet, c'est cool. Après, encore une fois, pour des questions de sécurité, vaut mieux être sérieux. Mais c'est mon dernier mois. Concernant les prises de sang, j'arrive à la fin. D'ailleurs, pour le dernier mois de grossesse, on te demande un prélèvement vaginal, signe de la fin de la grossesse, pour vérifier que tu n'aies pas de streptocoque, qui est une bactérie qui peut être dangereuse lorsque tu accouches. La transmission de la bactérie à l'enfant s'effectue par inhalation des sécrétions vaginales pendant l'accouchement ou parfois via l'inhalation du liquide amniotique. Ma gynéco m'avait conseillé de contacter un labo pour qu'on me le prélève, mais ma sage-femme m'a dit que ça se faisait très bien toute seule dans ton laboratoire classique. Et effectivement, je l'ai fait dans mon laboratoire classique. C'est juste un petit bâtonnet à se mettre dans la chatoune. Tu tournicotes un peu le truc pendant une dizaine de secondes et c'est fait. Donc pas besoin d'un inconnu qui vienne te farfouiller là-dedans. Pas d'inquiétude si tu es positive, tu auras des antibiotiques pendant l'accouchement. En parlant de vaginou, j'ai commencé il y a plusieurs semaines le massage périnéal qui permettrait d'augmenter l'élasticité des tissus vaginaux et d'éviter les risques de déchirure lors de l'accouchement. Alors ils sont pas tous d'accord, mais bon, faut écouter ce qu'on a envie de faire. C'est pas hyper glamour, je le fais 3-4 fois par semaine. Tu te masses le périnée soit avec le ou l'époux, soit avec des outils qui ressemblent à des petits godemichets. On dit d'utiliser de l'huile de pépins de raisin, coco, amande douce ou olive, enfin bref, vous prenez ce qui vous parle. Pour que vous compreniez bien, imaginez un dessin d'un vagin en face de vous et une horloge sur laquelle le clitoris se situerait à 12 heures. Le but est d'enfoncer votre doigt, de masser et surtout stretcher la zone située à 3 heures, 6 heures et 9 heures, donc 21 heures, pendant quelques minutes, puis faire des mouvements de balancier entre 3 heures et 9 heures. 180 degrés, youp, 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 le tout pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez également faire des petits mouvements circulaires sur la peau de 3 à 9 heures avant de finir par avancer la taille de votre pouce de toute sa longueur dans le vagin. Mais avec mon outil, je ne fais pas ça, il faudrait que j'essaye avec mon pouce. N'oubliez pas de rester sur une pression douce mais ferme. On dit qu'on veut être inconfortable à hauteur de 3/10, pas trop plus non plus, parce qu'on ne veut pas se faire mal maintenant, ça serait pas pratique pour l'accouchement. Et moi alors j'avais acheté un outil que l'on appelle Perimom, que j'utilise, mais pour être honnête, je suis pas super fan, je trouve qu'il y a mieux, c'est sûr. L'embout est grand, donc ça paraît plus simple que le pouce, mais je trouve pas super pratique à tenir. Non, pas terrible. La tenue, elle est pas vraiment simple. Regardez sur Internet, il y a plein d'outils qui ont l'air sympas. En tout cas, c'est bien de commencer autour de la 34e semaine d'aménorrhée, mais moi, malheureusement, j'ai commencé un peu plus tard, car je me rappelais plus de la date. Dommage. Mais je continue à le faire, car ça me paraît intéressant de commencer à étirer les tissus et à les rendre plus élastiques. C'est pas du tout obligatoire, encore une fois, suivez votre instinct. Si vous avez envie, faites-le. Si vous avez la flemme, le faites pas. Enfin voilà pour les aventures du 3e trimestre. Là, je suis un peu en gros suspense par rapport à son arrivée. C'est assez bizarre d'ailleurs. Est-ce qu'il va arriver aujourd'hui, cette nuit, dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine? Combien de temps me reste-t-il dans cette vie à 2? Tellement bizarre. En bref, j'ai l'impression que la grossesse a été un gros challenge spirituel pour mon être, qui m'a fait remonter à la surface des peurs qui avaient besoin d'être ressenties et de travailler dessus. Ça a été franchement assez activant pour mon système nerveux autonome, car j'ai eu des bons moments de peur, d'anxiété et parfois de submergement. Alors ça se dit, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça se dit, apparemment c'est correct sur le dictionnaire. Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup évolué pendant ces 9 mois, et je pense que le postpartum, ça va aussi beaucoup me faire évoluer. Voilà pourquoi je pense sincèrement que la grossesse peut être une énorme évolution spirituelle, et comme toute évolution spirituelle, il faut sortir de sa coquille, ma petite dame, et c'est pas confortable. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Et l'évolution sert à nous ouvrir de nouvelles portes qui, si ça se trouve, nous rendront très heureuses plus tard. Tout est possible, mais c'est intéressant de se découvrir ou de se redécouvrir en évoluant. Et par exemple, si un jour on dit « Oh là là, elle me manque l'ancienne moi », il faut se rappeler que nous sommes toujours nous-mêmes, mais que nous sommes en pleine transformation. C'est pour cette raison que j'ai accepté de tomber enceinte.
transmuter ces peurs qui me paralysaient parce que littéralement, la dernière chose que je voulais faire de base, c'était un enfant. Mais j'avais conscience que c'était ici probablement mes peurs qui parlaient, pas forcément mon true self, mon être authentique, et que si je ne travaillais pas sur ces peurs, certes, elles me garderont dans ma zone confortable, mais peut-être qu'elles m'empêcheront de découvrir des choses incroyables. Et la vie, selon moi, est faite pour évoluer. Alors j'y vais. Après, il y a le libre arbitre, et faire un enfant, ça reste un choix. Vous faites ce que vous voulez, l'important est que ça vous paraisse aligné. Mais en tout cas, je me suis surprise plusieurs fois à penser à la rencontre qui va être riche en émotions. Ça doit être très étrange de te dire que tu as créé un petit être sans défense, qu'il était en colloque dans ton ventre pendant 9 mois et que malgré tout, c'est un inconnu. Et va falloir apprendre à le lire en quelque sorte. Quel challenge, mais quelle puissance. On dit que devenir maman est le travail le plus dur au monde. Bah ça m'étonne pas. You rock, mama. Il y a des fois où je me dis que je suis pas prête, j'ai plein de choses à faire, j'ai aussi envie de me reposer, j'ai toujours pas pris le temps de me reposer, ce qui n'arrivera sûrement jamais, étant donné ma personnalité. Bon, heureusement je médite, ça me calme. Et d'autres fois où je me dis que j'ai envie de rencontrer mon petit bout et qu'il sorte de mon corps qui clairement en a marre. C'est assez marrant cette dualité. Bon à très vite pour le 4e trimestre de grossesse, et puis l'accouchement, je pense que là j'aurai beaucoup de choses à vous raconter. Suspense. Oh, la vie est remplie de suspense, alors autant lâcher prise, moi je vous le dis. On arrête de penser à toutes ces choses, on se concentre sur le moment présent et on cherche un peu de joie et de ressources. Gros bisous mes chouchous.